Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Le pape, combien de divisions, ironisait Joseph Staline face au ministre français des Affaires étrangères. C'était en 1935. Pierre Laval était venu chercher à Moscou une grande alliance, incluant le Vatican, pour contenir Hitler et l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, comme autrefois, ce ne sont évidemment pas les capacités guerrières du Vatican qui fondent sa puissance, même si le contingent des hallebardiers suisses a été récemment renforcé à hauteur de 135 unités. La puissance de l'Église catholique est pourtant bien réelle. Parmi les dirigeants politiques, le pape François est aujourd'hui, avec Donald Trump, le plus suivi sur les réseaux sociaux. Il publie sur Twitter en 9 langues. Son autorité s'étend sur plus d'1,3 milliard de catholiques répartis dans le monde. L'État du Vatican entretient des relations diplomatiques avec plus de 180 États. Plus de 5300 évêques, auxquels s'ajoute une myriade de prêtres non apostoliques et autres missionnaires, relaient son influence jusque dans les régions les plus reculées. Ainsi, l'Église dispose d'un formidable appareil de renseignement que lui jalousent les meilleurs services secrets du monde. C'est en tout cas ce que prétendent certains fins connaisseurs des arcanes de la diplomatie du Vatican. Dans les coulisses de la diplomatie vaticane, un Suisse, le cardinal Courtecorps, joue un rôle essentiel aux côtés du pape. Cet homme de l'ombre était présent à Cuba en 2016 lors de la rencontre historique entre François et le patriarche de l'Église orthodoxe de Russie. La diplomatie vaticane, discrète mais efficace, est fortement impliquée dans le dégel des relations entre Cuba et les États-Unis. Ce rapprochement débouchera sur la visite du président américain Barack Obama à La Havane en avril 2016. L'accord de paix historique en Colombie avec les FARC après 52 ans de guerre civile, c'est là encore le résultat d'une fine et patiente médiation des émissaires de l'Église. Partout, inlassablement, le pape appelle à l'apaisement. E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. Et puis, toujours en point de mire, la défense des chrétiens. C'est ainsi que le Saint-Père se rend en Égypte en avril 2017, après des attaques meurtrières contre des églises coptes. Une visite sous haute tension. Deuxième, derrière les musulmans, les catholiques représentent 18% de la population mondiale, une proportion relativement stable depuis un siècle. Mais le centre de gravité de l'Église catholique a sensiblement évolué dans le fil de la démographie mondiale. Los más pobres son los que más sufren estos atentados. Devant les Nations Unies à New York en 2015, le pape François choisit l'espagnol pour son discours officiel. C'est un symbole fort pour le premier pape latino-américain de l'histoire, le signe aussi d'une évolution profonde. En 1910, 65%, les 2/3 de tous les catholiques étaient des Européens. Les Européens ne représentent aujourd'hui plus que 22%. 40% des catholiques sont désormais latino-américains, contre seulement 24% il y a un siècle. C'est en Amérique latine que l'Église puise désormais l'essentiel de ses forces vives. Mais aussi en Afrique, 17%. Le poids de l'Asie augmente également à 11%. Rien qu'aux Philippines, on recense 85 millions de catholiques, 2 fois plus qu'en France. Ce glissement du centre de gravité de l'Église se traduit progressivement dans le collège des cardinaux. Les latino-américains y talonnent désormais les Italiens qui sont encore majoritaires, mais ce n'est plus pour l'éternité. Bonjour Arnaud Béda. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis à quelques jours du prochain voyage du pape, ici même à Genève, le 21 juin. Vous avez eu le privilège de rencontrer François plusieurs fois. Combien de fois ? Je crois 6 ou 7 fois déjà, mais toujours de manière assez brève, comme on peut évidemment rencontrer ces gens-là. Je ne suis pas du tout un intime du pape, mais j'ai eu la chance évidemment de pouvoir parfois un peu lui parler, quelques secondes, quelques minutes. Et vous ferez le voyage avec lui entre Rome et Genève. Oui, ça c'est un magnifique honneur, c'est un grand plaisir, parce que l'avion qui va amener le pape dans mon pays, dans notre pays,
mais j'ai la chance de figurer dans la liste des journalistes accrédités. Je pense que ce sera un grand moment, un grand événement. Il vous fascine, ce pape? Oui, je ne peux pas le cacher. Oui, il me fascine. Il me fascine parce que c'est le premier pape de la mondialisation. C'est le premier pape urbain. Les papes que nous avions avant sortaient de petits villages de Bavière ou de Pologne. C'est le premier pape qui a été confronté avant à tous les problèmes de la société d'aujourd'hui. La pauvreté, la crise économique, la faim, le néolibéralisme. Tout est concentré dans ce personnage et évidemment, il fascine aussi par sa manière d'être, par les gestes qu'il accomplit au quotidien. Vous allez souvent en Amérique latine, régulièrement. Est-ce que c'est une star là-bas, comme on l'entend dire souvent? Oui, alors, lors de son élection le 13 mars 2013, c'était une star au-delà de Lionel Messi ou de Maradona, évidemment. Et maintenant, il commence à y avoir quand même quelques voix qui s'élèvent parce que, évidemment, c'est maintenant le président Macri qui est au pouvoir. Donc, c'est un néolibéraliste. Ça ne plaît pas beaucoup au pape François. Qui n'a jamais été en Argentine. Le pape n'est jamais allé en Argentine. On n'arrête pas de... Il y a des rumeurs chaque année, en fait, sur une période où il pourrait retourner en Argentine. Il n'y va pas. C'est toujours très, très compliqué pour un pape de retourner dans son pays d'origine parce qu'il peut évidemment être récupéré. Et là, on est face à un président qu'il n'apprécie guère, il faut le dire. Avant Macri, il y avait la présidente Kirchner, qui certes était de gauche, mais aux yeux du pape, elle ne faisait pas assez pour les pauvres, pas assez pour la doctrine sociale de l'Église. Donc, on ne sait pas trop quand il va y retourner. On a évoqué ce glissement de l'Église vers les pays du Sud, et notamment l'Amérique latine. Est-ce qu'on sent cette ferveur religieuse dans la rue, dans les églises en Amérique du Sud? Oui, alors en Argentine, clairement oui, parce que le pape Bergoglio, comme on l'appelle là-bas, a réussi à instiller cette culture du prêtre des rues, du prêtre de quartier, qui va vers les ouailles, vers les gens qui ont besoin d'aide. Alors oui, en Argentine, il y a ça. Il ne faut pas oublier non plus que par rapport, par exemple, au Brésil, où il y a beaucoup de mouvements évangélistes, de sectes, le catholicisme est un rempart très très important contre ça. Donc évidemment, une présence accrue est nécessaire pour l'Église catholique. Alors on a évoqué ce changement du centre de gravité de l'Église vers les pays pauvres, on peut dire comme ça, enfin les pays du Sud. Est-ce que ça ne provoque pas des grincements dans les bastions traditionnels de l'Église en Europe, en Italie? Mais oui, un pape qui évidemment vous tient un dialogue social, qui vous dit d'aller vers les pauvres, un pape qui ne condamne plus. On n'est plus dans une Église qui condamne, on est dans une Église qui guérit, dans une Église qui comprend, dans une Église qui aide. Alors évidemment, le chrétien traditionnel de base, il est évidemment un petit peu perdu, il perd un peu ses repères, mais le pape va son chemin vaillamment et ne va pas lâcher. On a le sentiment qu'il ne se préoccupe pas beaucoup des questions européennes, ce pape François. Écoutez, c'est un Argentin, il a une vision argentine de l'Europe. Certes, il a des origines italiennes, des origines européennes. Vous savez, dans son discours à Strasbourg, il a comparé l'Europe à une grand-mère fatiguée. Il trouve qu'on devrait réinstiller l'esprit de communauté européenne. Il trouve évidemment que l'Europe n'en fait pas assez par rapport aux problèmes des réfugiés, par rapport à l'économie. Il voudrait que ça aille plus vite. On est quand même face à un pape pressé, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui fonde, au fond, selon vous, la puissance de la papauté? C'est l'universalisme de son message humaniste? C'est l'histoire. On a quand même une histoire qui est très très importante. Et puis évidemment, aujourd'hui, l'Église a besoin... Et le pape François n'est pas arrivé par hasard, même si des cardinaux disent aujourd'hui, de manière un peu confidentielle, disent oui, on a voté pour lui, mais on ne pensait pas que ça allait dépoter autant. Parce qu'évidemment, il renverse la table complètement. Il a été évidemment élu pour mettre de l'ordre dans la curie, dans les comptes du Vatican, dans les dossiers de la pédophilie, mais il va au-delà de ça, et il va toujours aux périphéries chercher l'âme, la brebis écarée, l'âme qui a besoin d'aide. Est-ce que vous considérez que c'est un pape plus politique que ses prédécesseurs? Ça a un peu changé. Avant, avec Jean-Paul II, par exemple, on avait un simple conflit Est-Ouest, rideau de fer, Europe, etc. Là, on est face à un pape qui est confronté aux défis d'aujourd'hui, à la mondialisation. Donc évidemment, oui, il est plus politique. Oui, il a autour de lui des personnages comme le cardinal Courtcore, un Suisse, qui fait beaucoup de manière très souterraine, de manière très discrète, beaucoup pour le rapprochement. On a vu Cuba, la Colombie, maintenant la Centrafrique, des pays dont on parle moins. Mais l'Église est très, très présente partout, là où il y a un problème. Alors Arnaud, avant d'aller plus loin, puisque tout le monde ne connaît pas les arcanes du Vatican, je vous propose cette rubrique rubrique Zoom, préparée par Mélanie Oyon. La cité du Vatican, c'est à peine 44 hectares.
Pourtant, c'est depuis ce territoire minuscule que s'exerce le pouvoir de l'Église catholique à travers les institutions du Saint-Siège. Dans ce plus petit État du monde, prospère la dernière monarchie absolue de droit divin. Et Filii, et Spiritus Sancti. À sa tête, tout en haut, le pape. Il concentre à lui seul tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. Il endosse à la fois le rôle de chef d'État et de chef spirituel. Le pape s'appuie sur son propre gouvernement, la Curie romaine, et sur son secrétaire d'État, c'est aujourd'hui le cardinal Pietro Parolin, une sorte de premier ministre. Il a été nommé en 2013, après l'éviction du cardinal Bertone. Au sein de cette Curie romaine, 9 congrégations, gardiennes de la discipline catholique, elles traitent notamment des questions de doctrine de la foi, d'évangélisation des peuples ou d'éducation. Il y a aussi 12 conseils pontificaux, davantage centrés sur les défis de l'époque, comme le dialogue entre les religions, l'immigration ou la famille. 3 tribunaux régissent aussi les affaires de l'Église. Ils peuvent se prononcer sur des affaires les plus diverses, des demandes en nullité de mariage, d'excommunication et même des cas d'abus sexuels. Le Vatican dispose d'un statut unique au monde. Sa diplomatie est à la mesure de son rayonnement. Le pape peut compter sur ses nonces apostoliques, ses fidèles ambassadeurs, qui le représentent dans plus de 180 pays. Arnaud Béda, on dit que ce pape est révolutionnaire, qu'il a fait le ménage à son arrivée au Vatican. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Il est révolutionnaire. Lui-même l'a dit, il y a eu une déclaration dans ce sens. Vous êtes impatient. Il n'est là que depuis 5 ans. Regardez tout ce qu'il a déjà fait en 5 ans. Sur l'IOR, la pédophilie... L'Institut des œuvres religieuses, voilà, la Banque du Vatican, la Curie romaine, qui est quand même le grand chantier dans lequel il doit remettre de l'ordre, tous les problèmes mondiaux qui l'accaparent, le célibat des prêtres, les divorcés remariés, etc. Il a déjà entamé une quantité de chantiers assez incroyable. Il va plus vite que tous les autres papes réunis. Mais évidemment, comme il nous fait quasiment un événement par jour, voire par semaine, on devient assez impatient, on devient assez demandeur de résultats concrets, même s'il y en a déjà, mais on voudrait que ça aille plus vite. Mais oui, il est révolutionnaire dans sa méthode et dans sa manière de travailler, ça absolument. Et est-ce que ça passe parmi le collège des cardinaux? Je suppose qu'il y a des résistances tout de même, et sérieuses même. Ça ne passe pas avec tout le monde, évidemment. Au sein, parce que bon... Avant, nous avions une curie très italienne, très implantée, qui avait pris le pouvoir lors de la maladie de Jean-Paul II. Benoît XVI était un petit peu débordé aussi du fait de son âge et de ses problèmes de santé. Donc lui, il est arrivé là-dedans en argentin. Il a commencé à trancher dans le vif, à mettre de l'ordre. Ça a été mal vu. Vous savez, grosso modo, allez, on va faire vraiment grosso modo, vous avez 50%, 25% pour, 25% contre, et vous avez prudemment 50% qui attend le prochain pape. Et puis, Vatican. Il est en train de modifier profondément la composition ethnique, je voulais dire. Géopolitique. Ethnique. Géopolitique du conclave, oui, évidemment. Parce qu'évidemment, les cardinaux de plus de 80 ans, au fur et à mesure que les années passent, certains, loin du bal, de nouveau arrivent. Et l'axe est en train un peu de se modifier, vu que pour un nouveau pape, il faut une élection majorité des 2/3, avant la fameuse fumée blanche. Donc, il est en train, prudemment, habilement, d'installer des cardinaux, on l'a encore vu tout récemment avec ces nouveaux cardinaux qui ont été nommés, dont Angelo Bessiou, qui est à la secrétaire d'État. Il place habilement de bonnes billes pour espérer avoir un candidat bergolien issu du prochain conclave. C'est sans doute son calcul. Alors justement, il a 81 ans, je crois, ce pape. 82 à la fin de l'année. 82 à la fin de l'année. Jusqu'où pensez-vous qu'il ira? Il a dit lui-même il avait le sentiment, la sensation que son règne serait assez bref, assez court. Il a donné un peu 2 ou 3 échéances. On peut supposer, par exemple, que 2020, ça peut être l'année où il va renoncer. On peut même imaginer un voyage en Argentine où il renonce sur place. Il dit, voilà, je suis parti de Buenos Aires, je rentre à Buenos Aires, je rentre à la maison. Je ne vais pas rentrer à Rome, je démissionne, je renonce, comme on dit dans le langage théologique. Et puis, enfin, je crois que quasiment la majorité des vaticanistes s'accorde sur le fait qu'il y a de très très fortes probabilités qu'il démissionne, qu'il renonce. Bon, on verra si l'histoire vous donne raison. Merci Arnaud Béda, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Notre invité Arnaud Béda a publié François seul contre tous, enquête sur un pape en danger chez Flammarion l'année dernière. Et puis, dès après l'élection de ce pape venu des Amériques, le pape intime raconté par ses proches, François l'Argentin, publié en 2014 chez Pygmalion. Beaucoup de petites et grandes révélations également dans cet excellent documentaire « Les diplomates du pape ». On peut l'acquérir en boutique sur le site de la chaîne Arte pour la modique somme de 3 €.
Enfin, le magazine de la RTS Faut pas croire questionnait l'avenir des chrétiens au Moyen-Orient. 70% ont par exemple quitté l'Irak depuis 2003. Ça, c'est gratuit et c'est à revoir sur RTS Play. Salutations à vous qui nous suivez à Rome ou à Buenos Aires grâce à TV5 Monde. À vous tous, une excellente semaine. À bientôt.